Et si votre médecin pouvait prédire combien de temps il vous restait à vivre? Si un algorithme était capable de vous annoncer la maladie que vous alliez développer et tant qu'à faire vous soigner? Et tout cela grâce aux données. Organismes de recherche publics ou privés, entreprises industrielles, le big data, les données intéressent tous les acteurs de la santé. Que sa collecte se fasse soit à notre insu, soit de notre plein gré. À notre insu, par exemple, sur Internet, les objets connectés, ou de notre plein gré lorsqu'on va faire des examens médicaux. Il en existe tout un tas de données de santé, son numéro de sécu, son poids, sa taille, les imageries que l'on pratique, les échographies, les rayons X, les IRM, les scanners. Et aussi, il y a notre ADN. Et là, peuvent se poser quelques petites questions, et notamment éthiques. Mais la collecte de données n'équivaut pas nécessairement à un flicage des patients, mais peut et doit être un réel outil de progrès médical. Et c'est bien ce qu'elle est la plupart du temps. L'accès aux nouvelles technologies est bénéfique aux patients, aux praticiens, si toutefois on lui donne les clés nécessaires pour comprendre et interpréter ces données. On le vit déjà au quotidien, le numérique révolutionne notre rapport à notre corps et en particulier à la façon dont on prend en charge et on soigne les patients. Bonjour à tous, moi je m'appelle Simon Boisserp, je travaille à Atlampol, on est un incubateur et un hub d'innovation sur le Grand Ouest. On accompagne des startups, bien sûr dans le domaine médical, mais pas que, dans le domaine aussi beaucoup du numérique, de l'énergie, de l'environnement, de l'industrie. Et aujourd'hui, pour cette dernière conférence de la matinée, je vous propose de nous intéresser tous à l'impact des technologies du numérique sur la santé. On a tous en tête les applications de prise de rendez-vous qui ont été très démocratisées pendant le Covid, alors on pense à Doctolib notamment, ou encore les objets connectés grand public, mais il y a tout un tas d'objets connectés aussi quand on passe la porte de l'hôpital ou des établissements de soins. Là, on ne parle plus d'objets connectés, on va parler de dispositifs médicaux. Et tous ces outils vont nous permettre de rendre de grands services pour les patients et pour les praticiens. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités très complémentaires. Frédéric, profil entrepreneur qui va se présenter tout à l'heure. Adélaïde, qui est philosophe dans les nouvelles technologies. Et puis Samy, qui est docteur, professeur même au CHU de Nantes. Je commence par vous, Samy, si vous pouvez vous présenter. Alors j'espère que mon micro marche, oui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Samy Adjadj, je suis le chef du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Nantes et à l'Institut du Thorax. Et mon métier, c'est d'être enseignant, soignant et chercheur. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Adélaïde, quelques mots ? Bonjour à tous. Comme Simon l'a dit, je suis philosophe et je travaille à la fois avec des organisations, des entreprises pour les accompagner sur des questions d'éthique, éthique du travail, éthique des organisations, éthique du numérique. Et j'enseigne également, je forme sur tous ces sujets-là. Et Frédéric ? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis l'un des 5 cofondateurs de BioM Advanced Diagnostics, un spin-off du CR2TI, qui est un laboratoire basé au CHU de Nantes et qui a pour mission de développer une plateforme technologique qui allie à la fois signature génomique et algorithme pour le diagnostic du système immunitaire. Voilà, avec beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé. Et une petite anecdote, alors je le dis parce que qui est une anecdote plus personnelle, sportive. Vous avez fait 5 fois l'Ironman, c'est ça ? Oui, j'ai fait 5 voilà. Ironman. Oui. Voilà, ça m'a juste fait sourire quand j'ai préparé cette table ronde avec Frédéric et je me suis dit, tiens, c'est rare quand même. Alors ça, c'est un autre sujet par contre. Alors, on va rentrer dans le domaine de notre sujet en fait. Pour planter le décor du numérique, ça a révolutionné pas mal de choses dans le domaine de la santé. Concrètement, aujourd'hui, comment la santé, elle se pense, comment elle s'exerce en fait aujourd'hui et peut-être demain, les grands concepts. Si Samy, vous pouvez nous les rappeler. Alors en fait, tous les gens qui parlent de révolution du numérique, en fait, se trompent un peu, en ce sens qu'on a une évolution de parcours qui a commencé et sur lequel on est sur une trajectoire qui s'accélère.
L'accélération, elle est liée au fait qu'on a des outils de plus en plus performants et c'est intéressant. Et ça nous permet de passer, alors moi j'utilise souvent cette analogie, d'une photo à un moment donné à une vidéo. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on regardait une personne à un temps T, on disait voilà comment il est organisé, puis on essayait avec cette photo, de déduire un certain nombre de choses, et ça marchait pas mal. Maintenant, on a, avec la capacité d'avoir la trajectoire, l'évolution de beaucoup de marqueurs, de beaucoup de situations, on a la possibilité de passer de la photo à la vidéo, et c'est cette médecine-là qu'on est en train d'exercer maintenant. Et c'est là où on parle de médecine de trajectoire, de médecine personnalisée, prédictive. Alors, on parle de médecine de trajectoire, en effet, parce qu'on n'est pas en train de considérer une situation figée, mais en train de considérer des modifications dynamiques de la personne. Alors, cette médecine-là, elle est importante parce que tous les âges de la vie sont considérés. En fait, vous avez déjà entendu le tout se joue avant 5 ans ou tout se joue avant 6 ans. Effectivement, il y a une trajectoire initiale du jeune humain qui lui permet d'aborder la suite de sa vie d'une certaine façon. On a des trajectoires à différents moments de la vie, quand on arrête l'activité physique, quand on change de situation sociale. Et puis, on a une trajectoire qui est très particulière dans les moments de vieillissement. Et donc, la façon dont on est capable, à un moment donné, peut-être dès la naissance, mais peut-être pas, de considérer les différents scénarios ou scénarios qui sont les nôtres, c'est effectivement intéressant. Frédéric, cette médecine prédictive, alors toi, vous en êtes spécialiste chez BioM Advance. En quelques mots, cette start-up, c'est une deep tech, elle est incubée à Atlampol, un grand lien avec la recherche académique et notamment le CHU de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement sur cette activité et c'est quoi pour vous, dans l'entreprise, la prédiction ? Oui, eh bien, comme je l'ai dit, cette plateforme technologique permet d'anticiper sur des événements qui vont affecter des patients au niveau de leur système immunitaire. On va penser plus particulièrement au greffé du rein, au greffé du poumon ou aux malades qui souffrent de rectocolite hémorragique et pour qui la prescription de certains médicaments tient presque lieu de roulette puisque les réponses sont extrêmement variables d'un malade à l'autre. Et donc, la base de la technologie, c'est la génomique. C'est ça qui permet de faire de la médecine personnalisée. Et en fait, le numérique vient rendre le génomique abordable. La médecine de précision ou personnalisée, c'est très très cher. Et c'est le numérique qui va permettre de le rendre abordable. Alors peut-être pour que tout le monde comprenne bien, en fait, je ne sais pas s'il y a des greffés dans la salle, mais ça ne nous regarde pas. Ce sont des données personnelles très sensibles. Quand on est greffé, en fait, l'organisme en fait tout pour rejeter le greffon, et donc il faut pouvoir prédire en fait ce rejet et adapter le traitement. C'est bien ça. Hein. Tout à fait. Le système immunitaire reconnaît le greffon comme un corps étranger, ce qu'il est effectivement. Alors aujourd'hui, on dispose de thérapies immunosuppressives qui sont extrêmement performantes, puisque aujourd'hui les gens vivent pratiquement normalement avec leur greffe. On a d'ailleurs dans le cadre du rein un meilleur taux de survie quand on est greffé que quand on est sous dialyse. Simplement, ça marche pas à 100% et si on peut donner deux statistiques, à 12 ans, 50% des reins ont été rejetés et pour le poumon, c'est 50% à 5 ans. Et donc, il y a ce dilemme auquel sont confrontés les cliniciens, c'est essayer de retarder, voire d'éviter le plus possible le rejet, mais il faut aussi éviter de donner trop d'immunosuppresseurs, puisque pour les patients qui ont une greffe de poumon, la deuxième cause de mortalité après le rejet, c'est les effets néfastes des immunosuppresseurs. Donc aujourd'hui, on a des cliniciens qui sont aveugles et qui doivent prendre des décisions, ce qui est hyper stressant non seulement pour le patient, mais aussi pour les cliniciens. Comment ça marche en fait ? Enfin, à partir de quelle matière vous arrivez à extrapoler en fait une situation qui va potentiellement arriver, mais qui peut-être n'arrivera pas. Enfin, oui. Vous partez d'où en fait ? Si on prend par exemple l'exemple du poumon peut-être ou du rein comme vous voulez. Ça marche pareil. Ok.
Donc en fait, alors ça marche pareil, oui et non. Le principe de base sera le même. Les gènes qui sont caractéristiques du système immunitaire vont commencer, entre guillemets, à s'allumer à un moment donné et générer une réponse immunitaire qui attaque, alors c'est des globules blancs, des lymphocytes, des choses comme ça, qui attaquent le greffon. Et en fait, la signature génomique permet de détecter cet allumage de gènes, permet de le quantifier. Et le numérique, en fait, vient booster la capacité de prédiction en ajoutant des paramètres et en faisant donc cette prédiction. Donc une prise de sang, un algo, une analyse de l'ADN, un algo qui permet d'extrapoler, de développer un scoring et de se dire voilà à 95% ou 99%, il va y avoir un problème. 87%, 17%, pardon, il y a potentiellement un problème et donc il faut anticiper avec un traitement adapté. Adélaïde, je me tourne vers vous. Ça vous inspire quoi tout ça? Eh ben, quand on a préparé la table ronde, je me suis demandé justement qu'est-ce que ça m'a inspiré, cette notion de prédictibilité, qui est très technique. La façon dont vous en parlez, c'est très technique. Et si on la ramène aux usages, en fait, c'est ce que vous avez dit. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est pas la connaissance en soi dans la prédictibilité, mais c'est plutôt la connaissance au service de l'action. Je me suis dit, en fait, c'est passionnant de savoir si le greffon va être rejeté ou pas. Je m'exprime, ça va, je m'exprime bien en termes à peu près médicaux. Si on peut effectivement agir pour prévenir ça et pour l'empêcher surtout, alors qu'on pourrait imaginer la prédictibilité sans l'action possible derrière, elle aurait, à mon avis, beaucoup moins de valeur. Donc c'est ça que ça m'a inspirée en tant que philosophe. Je me suis dit, la connaissance en soi, finalement, elle n'a pas une valeur absolue, elle a une valeur en tant que moyen pour l'action, si on peut éviter des pathologies derrière. Et ça compte dans nos vies d'êtres humains, évidemment. Elle aurait moins de valeur, mais est-ce qu'elle serait acceptable? Alors, peut-être, Samy, vous avez un regard là-dessus. Est-ce qu'en tant que médecin, vous souhaiteriez... vous le savez certainement, vous avez des diagnostics qui ne sont pas aujourd'hui où on n'a pas de traitement. En termes d'acceptabilité, comment ça, pour le patient justement, comment ça peut se traduire ça? Est-ce qu'il faut tout savoir sur tout, ou est-ce qu'il faut garder une part de, pas de mystère, mais voilà, d'incertitude? Alors, on est en train de parler de choses assez différentes parce que quand on parle de patients qui sont rentrés dans un parcours de greffe, on a des maladies qui sont directement mortelles, qui font mourir les gens à un âge prématuré et donc qui deviennent clairement un enjeu de survie. Donc à ce moment-là, la discussion, elle est que, oui, comment est-ce qu'on peut changer la trajectoire de la personne? Comment on peut passer d'un stade où elle va très mal, où elle a un impératif besoin de soins? La greffe, c'est vraiment un des éléments les plus techniques et les plus engageants pour la personne. Hein. C'est pas uniquement je vais me soigner avec 3 pilules et puis c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui va changer la vie des gens, qui va modifier leurs risques médicaux sur du moyen et long terme. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut que les patients soient directement impliqués là-dedans. Donc ça, c'est un des premiers points. La technique, c'est bien, mais ça ne se fait pas sans le patient. C'est impossible. Il n'y a pas un greffeur qui fait ça sans avoir évalué précisément le patient. Et puis par rapport à la question de la trajectoire, oui, effectivement, l'enjeu, c'est pas que de savoir. Si on prenait votre ADN et qu'on vous disait, tiens, moi je sais que vous allez mourir tel jour à telle heure. Moi, je veux pas savoir. Hein. Personne ne veut savoir. Et en fait, là, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est pas de dire, tiens, ça va mal se passer. C'est ça va mal se passer avec nos outils actuels, mais la façon dont on peut raffiner le soin nous permettra de changer la trajectoire, nous permettra de ne pas aller dans le mur trop vite. Ce que vous avez dit est très intéressant, bien sûr. Vous avez aussi relevé que ça se fait avec l'accord du patient et on ne peut rien faire sans le patient. Vous avez des exemples aujourd'hui, vous, dans votre activité, notamment sur le diabète, avec différentes typologies de patients qui acceptent plus la technologie. Si vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce retour d'expérience, sur ce que vous faites concrètement, en fait, votre quotidien par rapport à ces technologies. Merci. Donc, juste pour vous raconter une histoire, il y a
30 ans, il y a une patiente qui a dit à un médecin que j'aimais bien, il lui a dit vous êtes un menteur, vous m'avez dit qu'on arrêterait de regarder son taux de sucre en se piquant le bout du doigt. Puis on n'était pas à ce moment-là arrivé encore au développement technologique qui permet ça. Aujourd'hui, et c'est remboursé par la collectivité depuis un certain nombre d'années maintenant, on a des informations des patients qui, au lieu de piquer leur bout du doigt pour avoir une petite goutte de sang pour mesurer leur taux de sucre, utilisent un autre système qui permet d'avoir de façon très facile l'ensemble des mesures du taux de sucre sur 24 heures. Donc au fond, on est passé de 3 photos par jour à une vidéo de ce qui se passe chaque jour. Et donc cette information-là, les patients en sont friands, ils l'échangent, ils la partagent avec les médecins. Et on a une partie de patients diabétiques jeunes impliqués qui sont très heureux de participer à ce mouvement-là. Mais parallèlement à ça, on a une autre partie. Donc ceux-là, c'est les gentils diabétiques. C'est pas leur faute, ils sont tombés malades, c'est le hasard et puis c'est pas de chance. Puis vous avez l'autre partie que la société veut pas voir, qui sont des gens qui sont déprivés socialement, qui ont des métiers moins valorisants, qui sont plus volontiers obèses, dont le cerveau fonctionne pas pareil, qui ont une maladie dans laquelle, en théorie, il suffirait de bien manger et de bien bouger pour que tout soit réglé. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont beaucoup moins valorisés, ils n'ont pas accès au numérique ou ils ont mal accès au numérique. Et l'enjeu pour nous va être de faire attention. Alors moi, cette discipline-là, c'est une discipline dans laquelle il y a les deux extrêmes, des gens qui sont ultra connectés et ultra demandeurs de ces technologies numériques, et de l'autre, des gens qui sont extrêmement exclus des technologies numériques. Une fracture en fait, une vitesse, enfin une santé à deux vitesses. Alors oui. c'est pas ceux qui ont les moyens de se soigner ou ceux qui n'ont pas les moyens financiers, c'est ceux qui acceptent ou ceux qui n'acceptent pas en fait la technologie. Ça rajoute une couche. En tout cas, en France, c'est comme ça. Oui, c'est pas l'accès, c'est pas un accès qui est très directement relié au simple accès, à la possibilité de se soigner. Les soins sont très souvent remboursés par la collectivité. Donc c'est pas l'accès aux soins. Encore que, la façon dont les groupes de pression vont aller demander le remboursement de telle technologie par rapport à telle autre fait quand même partie d'une question liée à quel groupe va porter quel message. Donc c'est pas si neutre. Je voulais, avant d'avoir le second regard d'Adélaïde, revenir vers vous, Frédéric. Comment vous vous assurez en fait que justement le résultat que le scoring en fait donné par votre algorithme, c'est le bon et qui va être resté en fait acceptable, enfin bon durant toute la durée. En fait, les données elles évoluent, la population évolue. Comment vous allez réussir à certifier entre guillemets ce scoring et ma deuxième question sera, est-ce que ça vous pose des interrogations? Je veux dire, est-ce que ce que je fais, c'est le bon résultat? Voilà, est-ce que je me plante pas, quoi? Enfin... Oui. Alors il y a deux méthodes qui sont complémentaires et pratiquement séquentielles dans le temps. Il y a d'abord le design. Ce design, il repose sur des données cliniques qui sont importantes. Je vais prendre l'exemple dans le cadre de la greffe de rein, c'est plus de 1000 patients humains qui ont contribué à constituer la population de référence sur le score. Et puis, si on avance dans le temps, ça a été évoqué par l'un des speakers plus tôt ce matin, on va avoir nos études cliniques réglementaires. Et donc, et avant ça, on a même une validation en laboratoire. Donc, validation en laboratoire, validation clinique, et puis après, on a ce qu'on appelle dans le jargon le post-market surveillance, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps qui passe et que le score sera utilisé commercialement, il y aura un monitoring qui sera fait internationalement et qui permettra éventuellement de faire progresser encore le score. Et la deuxième partie, du coup, c'est ce processus qui me rend assez confiant. Alors, à 97%. Il reste toujours une part d'incertitude, oui. C'est ça, les 3% qui sont peut-être durs un petit peu à gérer de temps en temps. Adélaïde, ça vous... Qu'est-ce que ça m'évoque? Voilà, vous êtes vous êtes notre carte philosophe de la matinée, et, enfin de cette conférence en tout cas. Et... Alors, on parle beaucoup d'acceptabilité. Et pour reprendre l'exemple du diabète, en fait, c'est vrai qu'il y a cette notion, si j'ai bien compris,
de récolter un maximum d'informations. Et il y a cette possibilité d'avoir un film où on récolte de l'information en permanence, et puis la possibilité d'avoir seulement quelques photos. Et en fait, ça me renvoyait à une notion que je trouve très pertinente par rapport au numérique. C'est la notion contrôle-service. Quel est le contrôle que ça exerce sur moi? Quelles informations ça récupère sur moi? En échange de quel service ça me rend? Dans le diabète, il y a diabète de type 1, diabète de type 2. Vous m'arrêtez si je me trompe. Dans le diabète de type 1, c'est un diabète qui est très, très instable et où le traitement va, pour faire à grands traits, où le traitement va varier en permanence. Effectivement, là, ça peut être intéressant que les données de la personne soient récoltées en permanence. Ça exerce un fort contrôle puisque ces informations sont transmises tout le temps. Il pourrait même y avoir, on pourrait imaginer du piratage peut-être de ces outils-là, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, un fort contrôle et beaucoup d'informations, mais ça rend un très grand service, ça adapte le traitement en permanence. Dans le diabète de type 2, c'est un diabète qui est beaucoup plus stable. La mesure 3 fois par jour, elle va suffire. À la limite, si on ne faisait pas la mesure, ce serait quasiment sûr que ce serait le même traitement à donner, les mêmes doses d'insuline à donner. Et donc là, le service qui est apporté par rapport au contrôle qui s'exerce, vous voyez, ce n'est pas le même. Puisqu'en fait, il y a besoin de moins contrôler pour avoir le même niveau de service. Et donc peut-être qu'il y a aussi ça, il y a une question de fracture de population, mais il y a aussi dans l'acceptabilité quelque chose à prendre en compte qui serait de l'ordre de quel est le contrôle que ça exerce sur moi, quel est le service que ça me rend. Et ça, ce duo-là, plutôt que de le renvoyer dos à dos, de toujours opposer contrôle et service comme une injonction contradictoire, peut-être assumer l'ambivalence. Et une posture qui, à mon sens, est plus intéressante pour les humains, parce qu'elle permet plus l'action et la juste action, c'est quel est le niveau de service, quel est le niveau de contrôle, est-ce que je suis OK avec ça? Être en conscience de ce duo-là et être OK avec ce qui est proposé ou pas, et dans ces cas-là, pouvoir agir en fonction. Peut-être une notion aussi supplémentaire, en fait, puisqu'on se dit c'est par rapport à moi, patient, mais ça peut être aussi le service rendu, en fait, à une population plus générale, en fait. Puisque, comme on le disait avec Frédéric, les tests, en fait, ou l'apprentissage de vos outils, en fait, il se base sur une quantité de données très importante. Et donc, ça peut être aussi. Alors, je ne sais pas si la personne est capable, en fait, de se projeter pour le bien des autres, en fait, on va dire. Mais les données qu'on collecte pour moi, sur moi, je peux aussi les partager, en fait, pour rendre service aux autres. Je ne sais pas si c'est une question que vous voyez, en fait, quand vous avez des patients en face de vous. Est-ce qu'ils réagissent que pour eux-mêmes, ou bien vous arrivez à les faire projeter, en fait, vers le service des autres, au service des autres? Moi, je crois qu'il y a 2 éléments de recherche. Le premier élément, c'est que la majorité des données collectées, si on prend par exemple les données dont on parlait à l'instant, là, des données de taux de sucre mesurés en permanence, ces données-là, elles sont collectées avec un objectif personnel. Et la majorité des données massives en santé sont récoltées avec un objectif personnel de soins ou de remboursement. Mais parallèlement à ça, la majorité des personnes qui sont dans le soin, qui sont les patients, qui sont les personnes soignées, ont aussi, à ce moment-là, dès qu'on les sollicite pour de la recherche, une très grande volonté de participer et d'aider. Mais attention, parce que la majorité des données sont initialement collectées avec une intentionnalité qui n'est pas la recherche et qui n'est pas en premier lieu le partage. Et beaucoup de systèmes sont des systèmes fermés, sont des systèmes marchands, qui ne sont pas des systèmes dans lesquels le partage est la première vertu. Oui, ça rejoint la notion d'un petit peu de consentement, en fait. Quand on entre, en fait, dans un établissement ou quand on utilise ces dispositifs médicaux, le patient donne un consentement sur son utilisation, en fait, enfin, l'utilisation de ces données. Est-ce qu'on lui dit, en fait, il y a une notion de consentement à des fins de recherche? Il est informé? Comment ça... Alors, de fait, vous rentrez dans un établissement de santé, quel que soit le soin dont vous avez besoin, vous l'aurez. Si ce n'est pas le cas, c'est pas possible. Les gens font pas le soin comme il faut. Si vous êtes dans cet établissement de santé, on peut vous demander un consentement ou on peut vous proposer de vous opposer à l'utilisation des données qui ont été collectées à l'occasion de votre séjour. C'est pas tout à fait la même chose,
que quand vous vous demandez si, quand vous cliquez sur j'accepte les conditions d'utilisation, en fait, c'est comme si vous utilisiez le service sans que les données soient collectées. Ça, c'est pas si facile que ça dans beaucoup d'objets numériques qu'on utilise aujourd'hui. En santé, dans un hôpital, on peut être un acteur de la santé, on peut avoir l'intégralité du service, mais on peut aussi refuser que les données soient utilisables. Frédéric, je voulais qu'on aborde aussi, alors on parle d'impact technologique, impact sur le patient, l'impact sociétal, la motivation en fait à aller vers ces projets ambitieux, parce qu'on parle de deep tech dans le cas de Frédéric, la mise sur le marché en fait de vos technologies, c'est pas pour tout de suite. Vous allez nous dire dans combien de temps en fait, et pourquoi on va vers ce type de projet en fait? Alors, on est peut-être une exception puisque il se trouve qu'il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on devrait être relativement rapide. C'est-à-dire qu'avec un produit, par exemple, le premier produit qu'on développe, c'est celui de diagnostic précoce du rejet du rein. Il sera finalisé ce mois-ci. On devrait pouvoir l'annoncer en fin du mois. Et il sera mis sur le marché en fin 2025. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est assez rapide pour diverses raisons. Ce qui nous motive, c'est bien sûr l'impact que ça va avoir, sur, on vient de parler des patients, j'ai évoqué rapidement les cliniciens, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette information et qui n'est pas forcément disponible, ou si elle est disponible, c'est compliqué, cher, éventuellement dangereux, et donc ça a un impact. Et ça va aussi du coup avoir un impact sur l'organisation du soin. Je vais prendre un exemple, que ce soit dans le rein ou le poumon. Une façon d'avoir l'information, c'est de faire une biopsie. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'avoir une biopsie du poumon. On passe par les voies naturelles et on vient ponctionner plusieurs fois à l'intérieur, sans anesthésie puisqu'il faut bloquer sa respiration. Donc forcément, les patients restent en général une nuit en observation. C'est un coût. Aujourd'hui, on sait qu'on a des personnels médicaux qui sont pratiquement en rupture. Si on peut alléger leur charge, ça permet d'avoir cet impact qui est donc aussi organisationnel. Ça allège la charge de votre point de vue. Alors, en discutant aussi en amont de cette table ronde, ça peut aussi avoir l'effet inverse, ce que vous disiez, Samy, ça peut aussi créer de la charge supplémentaire, alors de travail, mais aussi de la charge morale supplémentaire pour le médecin, en fait, ces nouvelles technologies et le... Alors, ce risque existe en tout cas. On ne peut pas voir l'arrivée des nouvelles technologies dans le domaine de la santé comme la panacée absolue dont les docteurs ne demandent que ça, quoi. Il y a aussi un risque, et ce risque, c'est que lorsque les patients mesurent leur glycémie en continu, chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, on est en capacité d'avoir des informations. Et donc, c'est notamment le cas pour des personnes qui sont très connectées avec des pompes qui délivrent de l'insuline et qui règlent la glycémie, qui sont couplées à des capteurs qui mesurent la glycémie. Donc on a des techniques qui sont des techniques ultra numériques, mais il y a des moments où les choses ne se passent pas normalement, et à ce moment-là, les personnes envoient un mail et puis considèrent que les 10 minutes qui passent entre l'envoi de leur mail et puis le moment où elles vont téléphoner sont des minutes inacceptables. Et donc le médecin, à ce moment-là, va avoir une charge importante de répondre à l'immédiateté, d'une part, et puis d'autre part, et c'est un autre enjeu, il y a le fait que le nombre d'informations qu'un médecin reçoit aujourd'hui en lien avec ces données numériques est considérable, et probablement les outils ne nous ayant pas permis d'intégrer ça autrement qu'avec nos moyens humains ne nous permettent pas de répondre de façon adéquate à la charge mentale et à la charge de travail nécessaire par ces données. C'est là où on va développer des technologies d'intelligence artificielle pour aider le praticien, pardon. Voilà. Déjà, si vous pouvez m'aider à le développement d'outils engendre le développement d'outils. Adélaïde, vous l'avez probablement étudié, ça, le fait que on change en fait, on veut tout de suite maintenant. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Oui, bien sûr, mais ça renvoie plus en fait à des problématiques vraiment d'éthique du travail et éthique des organisations. Ça peut concerner même d'autres secteurs que le secteur médical. Et c'est vrai que ces notions d'immédiateté et ces notions d'information permanente, de charge mentale que ça provoque, ça renvoie à des questions de juste pratique dans le travail qui sont aussi
éthique, alors à mon avis, il y a aussi des règles d'hygiène de base, quoi, enfin d'hygiène du travail de base, c'est-à-dire réussir à mettre des limites. Là où il y a une différence entre le secteur médical et les autres secteurs, c'est que, pour reprendre l'expression couramment utilisée, dans le secteur médical, on sauve des vies, au sens propre du terme. Donc en fait, il y a une charge mentale et une charge morale qui est énorme et qui pèse sur les médecins. C'est-à-dire que c'est plus facile dans d'autres métiers du service classique, on va dire, de dire bah, ça, je le traiterai demain et puis personne ne va en pâtir. Dans le secteur médical, c'est ça qui écrase en fait les soignants. C'est cette charge morale et pour l'instant, on est en pleine crise systémique, on n'a pas trouvé les solutions. Enfin, clairement, c'est un champ à explorer et à mon avis à traiter à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau technique, vous l'avez dit, de l'intelligence artificielle, il y a le niveau organisationnel, il y a le niveau plus systémique où on est dans une société où peut-être il faudrait revaloriser les métiers et les moyens alloués aux métiers qui sont les plus utiles socialement, donc ceux qui servent la santé, la vie, l'éducation. Voilà. Mais là, on arrive sur des choses qui sont des changements totalement paradigmatiques de la société. Mais cela dit, on est aussi là pour parler de ça. Le Web Today parle de ça. 90% des conférences parlent de l'impact. Donc, parlons-en. Mais c'est un sujet qui nous amène en fait beaucoup plus loin. Vous inquiétez pas, vous pourrez poser plein de questions après. Hein. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans l'introduction de la table ronde, on a le start-upper, notre philosophe, notre praticien, et puis il y a nous tous, on est tous des patients ou des patients futurs, donc on a aussi notre point de vue et ça sera intéressant que vous puissiez échanger. Juste comme on a parlé de philosophie au travail et tout ça, j'en profite pour vous faire un petit peu de pub. Adélaïde, merci Simon. En fait, il y a un truc super sympa. Si vous êtes intéressé par ce qu'on a dit là tout à l'heure, enfin tout de suite, Adélaïde fait des travaux de recherche et elle écrit aussi des livres, donc vous pourrez venir le feuilleter juste après. Ça, c'était l'instant promo. Si je peux vous poser une autre question, et puis on prendra bien sûr après l'interaction avec la salle. C'est quoi vos craintes aujourd'hui? Vous avez peur de quoi avec ces technologies? Est-ce que vous en avez? Voilà. En tant qu'entrepreneur? Ouais, et même peut-être au niveau personnel aussi. Voilà. Est-ce que si on peut faire les deux... Oui. Alors, je vais peut-être commencer par le plus simple, c'est au niveau personnel. J'ai pas forcément une peur, mais je crains qu'on ne devienne assez rapidement, entre guillemets, amoureux des outils. Et comme l'avait dit, en tout cas, on lui prêterait cette citation Einstein, notre époque est caractérisée par une infinité de moyens et une grande confusion sur les fins. Et aujourd'hui, on parle du numérique, de l'intelligence artificielle, la blockchain tout à l'heure, etc. Et on finit par parler des outils, mais pas de ce qu'ils sont censés faire et qui, à mon avis, commence à être perdu. Donc la quête du sens, entre guillemets. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Et d'un point de vue entrepreneurial, la peur du numérique peut engendrer de façon un peu autoprophétique des conséquences qu'on pourrait éviter si on n'en avait juste pas peur. Pas mal la dernière phrase. Hein. J'ai pas compris. Vous pouvez nous le refaire, Frédéric ? Oui, certaines craintes du numérique qui sont celles de l'exploitation des données, un petit peu le Big Brother 1984, l'aliénation de l'individu, fait qu'on est en train de mettre tout un tas de barrières qui rendent le numérique extrêmement difficile à utiliser et qui du coup laissent la porte ouverte en fait à de mauvaises utilisations, puisque quand vous créez tellement de barrières, à un moment donné, vous passez plus par la porte, vous passez par la fenêtre. On s'aperçoit que l'être humain est infiniment agile à détourner tout un tas de choses. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je vois les barrières qui sont en train de se mettre et je les respecte et c'est normal. J'en comprends le sens.
Mais je pense qu'à un moment donné, ça deviendra trop prophétique. On va finir par faire des choses qu'on ne devrait pas faire parce qu'il y a des barrières qui sont mal pensées Barrières réglementaires ou d'autres? Alors, à la fois, oui, alors, réglementaire, mais pas que. Je vais prendre un exemple concret. On en parlait tout à l'heure, la précédente speaker sur la blockchain. Voilà, vous essayez de mettre en réseau des données sur des patients, et en 3 ans, ils ont mis 4 hôpitaux en réseau. On n'a juste pas atteint le potentiel qu'on pourrait avoir, et le fait d'avoir peur de ces données fait que du coup on les utilise soit pas, soit elles sont utilisées entre guillemets en douce. Le nombre de fois que j'ai vu des fichiers Excel avec des données qui n'auraient pas dû être dedans, ça existe. Il ne faut pas nous en dire plus. Voilà. Vos craintes, vous, Samy, par rapport à ces technologies? Donc, je les ai un petit peu exprimées. La première crainte, c'est que on soit inclusif et que donc on ne pense pas l'accès à la technologie comme quelque chose qui doit concerner uniquement une partie de la population. Donc ça, c'est vraiment pour la collectivité humaine. Et la deuxième chose, c'est de façon très orientée sur le corps médical qui va mal en ce moment. C'est que je crois que les nouvelles technologies nous seront utiles à partir du moment où elles nous font passer moins de temps devant les écrans. Et donc, voilà l'enjeu, je pense. Moins de temps devant les écrans, et on parle de numérique, donc on est censé passer du temps... Débrouillez-vous. D'accord, ok. C'est vous, les Web Today. Hein. Ok. C'est pas moi, c'est vous en fait. Hein, donc, essayez de développer des choses pour que les médecins passent moins de temps devant les écrans. C'est ça que je veux, moi. Ok, très bien. Un assistant, oui, plein de solutions. Ouais. Okay. Bon, on va passer le message. Hein. En plus, c'est filmé, donc là, le message, il est passé J'assume. Sur les réseaux et tout, donc parfait. Adélaïde, alors vous n'êtes pas dans le domaine de la santé, mais vous avez une bonne idée là-dessus. Il y a des craintes, et comment est-ce qu'on peut les combattre? Est-ce qu'il y a peut-être des recettes, en fait? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, vivre dans la crainte, le philosophe, il ne vit pas dans la crainte. C'est une mauvaise conseillère, la crainte. Premier point. Le deuxième point, ce que vous dites, ça me paraît très, très intéressant, Samy, c'est-à-dire que vous dites il ne faudrait pas qu'on passe, en fait, qu'on soit esclave de nos écrans. Et là, je vais faire ma philosophe de service. Je vais vous parler de la théorie du maître et de l'esclave chez Hegel. Mais vous allez voir, ça va être super. En fait, dans la théorie du maître et de l'esclave chez Hegel, Hegel explique que du maître et de l'esclave, qui contrôle qui? Vous allez comprendre. Si vous ne savez pas vous habiller seul, et c'est votre esclave qui doit vous habiller, qui contrôle qui dans l'histoire? Est-ce que c'est l'esclave ou est-ce que c'est le maître? Il y a l'histoire du contrôle réel et du contrôle formel. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça s'applique très bien au numérique. Ils doivent nous servir et pas nous contrôler. Alors, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours un petit peu des deux. Il y a toujours un petit peu de service et de contrôle en même temps. Il y a toujours un petit peu de contrôle formel et de contrôle réel. C'est-à-dire contrôle formel, c'est celui du maître. Sur le papier, c'est lui qui a le contrôle, c'est un peu nous. Et le contrôle réel, avec le numérique, c'est un petit peu ce que vous décrivez. Tout compte fait, quand on passe 9 heures sur son écran par jour, alors que notre vocation, c'est de nous occuper des gens et d'être en lien avec eux, on se demande si ça nous rend vraiment service, si c'est vraiment ça qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait vraiment en arriver là? Non, en fait, sans doute pas. Et donc, voilà, c'est cet outil-là que je voudrais vous transmettre, que je voudrais vous partager, du contrôle réel et du contrôle formel, du contrôle et du service, et peut-être être en conscience en permanence du service rendu, du contrôle exercé. Est-ce que je suis OK avec le niveau de contrôle et le niveau de service? Sachant qu'il y a sans doute toujours des deux et qu'il faut assumer l'ambivalence aussi. Et là, le rôle de praticien est vraiment aussi hyper important pour expliquer, faire de la pédagogie sur l'intérêt, sur l'objectif, sur à quoi ça va servir. Et c'est aussi,
une composante très importante de votre métier au quotidien? Alors, moi, je m'occupe de maladies chroniques, donc je ne sais pas guérir. J'ai jamais guéri personne, moi. Bon, c'est comme ça. N'allez pas le voir. Enfin, au contraire, venez me voir parce que vous allez voir qu'on pourra s'occuper quand même correctement de vous. Mais l'enjeu, c'est que ça veut dire que si on ne donne pas du sens à un soin qui ne règle pas définitivement le problème, les gens ne peuvent pas faire. Et donc, ça veut dire que notre métier, c'est un métier dans lequel la notion d'éducation aux soins, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, est un enjeu considérable et que si quelqu'un ne comprend pas pourquoi il fait les choses, il est normal qu'il ne les fasse pas. Il arrête de prendre son traitement, par exemple. Ouais. Je me tourne vers vous. Alors, certaines personnes ont souri, certaines personnes ont levé un peu les yeux au ciel. Alors, c'est le moment. Profitez de ce panel. En plus, on n'est pas nombreux, on est entre nous. On est comme à la maison, on va dire. Vous levez la main, on vient vous chercher, on vous apporte un micro et vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Alors, en général, l'animateur, pour meubler, dit la première question est toujours la plus dure à poser. Voilà, donc si vous voulez me sauver la vie, non, je rigole, mais n'hésitez pas à poser votre question. Allez, il y en a une là-bas. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. J'ai une question, elle va sûrement être mal posée parce que je ne sais pas trop comment la tourner, ça fait une petite quinzaine de minutes que je réfléchis. Mais je me pose la question en fait de l'importance des acteurs du numérique justement pour travailler sur ces sujets de santé qui sont importants et sur lesquels le numérique a beaucoup de choses à apporter. Et j'ai une crainte de mon côté qui est que les acteurs qui aujourd'hui font influence sur les sujets de numérique et qui s'intéressent énormément à la santé, c'est des acteurs américains et qui du coup ont une vision du monde très libérale et même de la santé qui est très libérale. Comment nous en fait et des acteurs comme vous en France, on peut essayer de construire une santé qui soit vraiment intelligente et qui mette le numérique au service de notre système de santé et pas l'inverse. Très bonne question. Et en plus, super bien formulée. Aucune crainte à avoir. Qui veut répondre? Je suis sûr, Frédéric, vous avez une petite réponse sur le sujet là-dessus. Je peux témoigner. Et effectivement, c'est une excellente question. Je vais prendre notre cas, parce que c'est celui que je connais le mieux. Notre algorithme réside dans un cloud. Et il se trouve que on a le choix avec des acteurs qui peuvent être français ou américains. Et il se trouve que ça sera les deux en même temps, puisque ça sera un partenaire français qui va gérer, en tout cas au moins pour la partie Europe, notre cloud. Mais il se trouve que ce partenaire s'appuie sur Microsoft. Et s'il ne s'appuie pas sur Microsoft, il se serait appuyé sur Google ou sur Amazon. Et en fait, on n'en sortira pas parce que, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour être hébergeur de données de santé, il faut avoir tout un tas de maîtrises à la fois techniques, réglementaires, etc., qui font que même notre partenaire français est obligé de s'appuyer. Et donc, vous avez raison. Il va se passer probablement, c'est une prédiction qui m'est personnelle, mais il va probablement se passer en santé ce qui s'est déjà passé dans l'automobile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui génèrent la plus grosse valeur, c'est pas, même en parlant de marques prestigieuses, BMW, Mercedes, c'est Google, Apple, et c'est les systèmes qui sont aujourd'hui dans les voitures de conduite automatisée, d'infotainment, etc. Donc oui, là, il y a un vrai sujet. Et même des gens comme OVH, en fait, peuvent pas rivaliser aujourd'hui avec ces majors. Et quand on pense robotique, il faut penser Google, il faut penser ce genre de choses. Et dans ce cas-là, je pense que ça sera aux législateurs de mettre des barrières parce que industriellement, aujourd'hui, c'est presque impossible de s'en sortir. J'ai cru percevoir aussi dans la question que vous avez posée l'aspect économique, le numérique au service en fait de la santé et pas qu'au service économique en fait. Et je pense qu'il y a un bon exemple. Combien de greffes de poumons par an? Alors en fait, le nombre de greffes de poumons est très très faible. C'est quelques dizaines. Voilà. Et sur le poumon, c'est... Alors pardon, c'était sur le poumon, sur le rein, c'est quelques centaines. En fait, le fait d'utiliser le numérique là pour le coup va permettre
d'appliquer au poumon ce qui aujourd'hui n'était appliqué qu'au rein parce qu'il n'y avait pas assez de patients sur le poumon. Et donc le numérique a en fait un effet inverse, c'est que l'analyse génomique était bien trop chère pour faire un produit pour une population aussi faible. Avec le numérique, on va pouvoir l'appliquer aussi au poumon. Et ça, c'est un avantage évident. Mais je pense qu'on est une exception. Là, je crois qu'on n'est pas du tout représentatif du modèle économique. Ok. Samy, si vous voulez. Moi, je pense que votre remarque, elle dit une chose, qui est que la façon dont en Europe, et encore plus en France, enfin vraiment la France est ultra en pointe par rapport à cette vision-là, on considère la santé. Il y a dans les grandes revues, il y a eu ça, mais il y a un petit peu moins, mais il y a eu cette question, est-ce que la santé, c'est une valeur commerciale? En Europe et en France, on dit non. On dit on a à choisir les moyens qu'on veut mettre, mais la puissance économique d'une personne ne doit pas en soi conditionner sa capacité à se soigner. Mais cette vision-là, c'est une vision qui peut être partagée ou pas. Et globalement, l'Amérique du Nord a choisi de ne pas valoriser cette vision que tous avaient droit aux mêmes accès à la santé. Et il y a une méritocratie qui s'exprime dans la capacité d'aller avoir du soin via les assurances qu'on paye plus ou moins cher. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on a le modèle français. Mais il y a des questions qui sont posées par sa survie économique et que on sort juste d'une élection présidentielle. C'est le seul moment où on arrive à débattre en France. On n'a débattu absolument pas. Mais alors absolument pas de ce truc-là. Pas du tout. Ben voilà. Peut-être par crainte. Pardon ? Non, peut-être par crainte que le débat n'ait pas eu lieu et on veut rester dans ce modèle, mais il sera... En fait, on peut ne pas débattre de ça, mais en réalité, on est quand même en train de dériver dans la façon dont on considère les choses. Donc ne pas exprimer ce que nous souhaitons, c'est un problème. Et donc je pense que le fait qu'il n'y ait pas le débat est un manque démocratique. Oui, en fait... Je m'en doutais. Non, mais je trouve ça super intéressant ce qui vient d'être dit. Et j'essaye de reformuler un peu en termes plus conceptuels, éthiques, en vue de l'action. Hein. Le but, c'est pas de rester dans la théorie, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a ce truc où on renvoie toujours dos à dos économie et humain, ou économie et éthique, comme si les deux étaient incompatibles. Est-ce que ce serait pas plus intéressant, au contraire, de réconcilier les deux, de revaloriser les actes médicaux, ce qui est déjà un peu en train d'être fait en fait, hein, puisque maintenant il y a des listes dans la comptabilité des hôpitaux, il y a des listes avec la tarification des actes. Les patients de plus en plus sont au courant du prix des actes qu'ils ont reçus, donc il y a quand même un effet de conscience que tout ça a un coût et donc une valeur. En fait, avec cette question de l'économie, il y a la question de la valorisation qui va directement avec, parce que le monde est ainsi fait. Ce qui est valorisé dans notre monde, c'est ce qui est valorisé économiquement. Alors, on peut débattre indéfiniment de si c'est bien ou pas, il n'empêche que c'est comme ça. Donc, peut-être que, vu que c'est comme ça, il faudrait penser un moment à revaloriser tout ce qui est lié à la santé. Et qu'il y a des choses qui sont intéressantes à prendre dans la vision américaine. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas diaboliser, je pense. Non, et de fait, la discussion et le fait d'en faire une question sociétale, c'est important parce que de toute façon, on est dans un monde fini. Donc on ne peut pas tout payer. On ne peut pas collectivement décider que tout ce que l'on peut faire à l'échelle d'une personne doit être mis en œuvre. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tout doit être mis en œuvre uniquement pour la santé. Parce que parallèlement à ça, on va délaisser trop de domaines. Mais de faire de la santé une question sur quelle est la quantité de valeur humaine qu'on veut y mettre, ça c'est important pour la société. Et c'est ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, ou partiellement. Peut-être qu'on abordera cette question-là l'année prochaine, au Web Today. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle ? En tout cas, merci monsieur pour votre question. Vous avez vu, ça nous a emmené sur des sujets complémentaires très intéressants. Il y a une question là-bas, ouais. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question concernant les algorithmes qui sont utilisés comme aide à la décision dans le milieu médical. Si l'algorithme vient à se tromper et pose un mauvais diagnostic, à qui la faute ? Médecin ou machine ? Voilà.
J'y vais alors. Alors, il y a algorithme et algorithme. Ok. L'algorithme qu'on utilise chez nous, chez Biome Advanced Diagnostics, c'est une simple formule mathématique. Donc, si l'algorithme se trompe, c'est qu'en fait, le produit est défectueux. Ensuite, il y a un deuxième type, et donc c'est notre responsabilité. Ensuite, on a un deuxième type d'algorithme qui est l'algorithme qui s'est créé, entre guillemets, tout seul par auto-apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de juriste, je vais peut-être vous laisser, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est quand même, entre guillemets, le concepteur de l'auto-apprentissage qui portera une responsabilité. Maintenant, il faut aussi se souvenir que les algorithmes, en tout cas aujourd'hui, même s'ils sont en intelligence artificielle, ne décident pas tout seuls. C'est-à-dire qu'ils donnent un avis, un score, ça peut se matérialiser de plein de façons différentes, mais c'est toujours le clinicien ou la clinicienne qui prendra la décision. Et donc, le poids de la décision et la charge de la décision restent sur les praticiens. Mais c'est plus difficile à accepter en fait que la technologie se trompe par rapport à l'humain. Alors, même si l'humain oui. prend la décision. Et pourtant, elle se trompe parce qu'en fait, comme dit le proverbe américain, garbage in, garbage out, on sait aujourd'hui qu'il y a des biais qui sont dans ces algorithmes parce qu'il y a des biais dans la façon dont on les a entraînés. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, nous, on sera aux États-Unis. Il va falloir qu'on fasse une extension de notre étude clinique pour prouver qu'il n'y a pas de biais ratio, alors que, par exemple, ça, c'est interdit en Europe. C'est-à-dire que donc là, on est sur des contradictions, des injonctions contradictoires. En Europe, on n'a absolument pas le droit de faire ce type de statistiques, alors qu'aux États-Unis, on sera obligé de le faire. Et donc les algorithmes peuvent se tromper parce que les humains qui ont mis les éléments dedans se sont trompés. Qui est responsable ? À la fin, c'est le juridique, enfin le législateur qui décide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui prend des décisions tout seul. C'est toujours un clinicien ou une clinicienne, et c'est eux qui sont responsables. Adélaïde. Oui, je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, juridiquement et éthiquement, c'est toujours l'humain qui est responsable, et la machine n'a pas de responsabilité nulle part sur la planète. Pas encore. Si on confère une responsabilité à la machine, ça nous amène au principe de singularité. Ça veut dire qu'on reconnaît une conscience en fait à la machine qui est capable de décider, qui est capable d'agir, qui est capable d'avoir une intention. Et pour l'instant, on n'y est pas. Ça existe en science-fiction, la singularité des machines qui ont une conscience et une volonté, mais ça n'existe pas dans le monde réel. Et c'est pas prêt d'exister. Mais ça existera. Tout ce qui se passe en science-fiction. En tout cas, on n'en est pas du tout là. D'accord. Ça nous rassure un petit peu. Et moi, je crois que pour aller exactement dans ce qui a été dit, quand le docteur utilise un outil mais se trompe, eh bien, il faut reconnaître que, premièrement, il peut se tromper. C'est pas agréable pour le médecin et ça contribue à la charge morale dont on a parlé préalablement. Mais la réalité, c'est que, comme n'importe quel être humain, les médecins se trompent. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter leur risque d'erreur. Mais même en utilisant les algorithmes les plus performants, ils se tromperont. Il faut que aussi nous acceptions l'idée de notre faillibilité. On est faillible. Mais c'est la vraie vie. Je vous remercie pour vos réponses. Une dernière question pour conclure cet échange. Oui, d'ailleurs, sur la question de l'erreur médicale, il y a un super bouquin d'un chirurgien américain qui s'appelle Atul Gawande et qui parle de l'erreur. C'est assez passionnant. Parce qu'effectivement, il y a cette fiction dans le secteur médical, quand on va à l'hôpital, par exemple, qu'il n'y a pas d'erreur, alors qu'évidemment, il y a des erreurs, il y a des faillibilités. Très bon bouquin. Une question, je travaille pour l'assurance maladie, et bravo d'ailleurs pour votre intervention. Docteur, vous avez soulevé quelque chose qui me semble très intéressant, c'est en fait comment finalement les patients qui sont plus éloignés du système de soins par une situation sociale, culturelle, comment la technologie peut aller aider ces patients-là à comprendre que tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Vous parliez, madame, en fait, du service que la technologie rend, parce qu'on a quand même ce souci-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de patients qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi
pourquoi c'est important finalement de prendre soin de sa santé et toute cette question d'éducation à la santé aujourd'hui. Est-ce que c'est le numérique qui peut éventuellement aider? Est-ce que c'est l'école? Puisqu'on a en France, en fait, comme vous le disiez, pratiquement beaucoup de choses sont prises en charge. Donc, on n'a pas cette notion de coût. Et comment, dès le plus jeune âge, en fait, on peut aller sur cette éducation à la santé? Et est-ce qu'il n'existe pas des applis qui pourraient être créées, effectivement, pour éduquer, en fait, les patients, en fait, à la santé, mais dès le plus jeune âge? Parce que là, on parle beaucoup de choses qui sont en direction des professionnels de santé, c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'existe pas des choses à faire par rapport aux patients et aux patients qui sont plus éloignés, en fait, du système de soins? Le numérique pour l'éducation thérapeutique. Moi, je suis tout à fait heureux de la question que vous posez. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut que les développeurs et que les responsables du numérique, dans notre pays, mais globalement, comprennent bien que c'est plus facile de développer quelque chose qui sera payable, qui paiera tout de suite. Autrement dit, il y a des tas d'applications dans le domaine de la santé qui sont développées par des gens qui disent « Moi, je ne veux surtout pas entendre parler des médecins parce que je vais rentrer dans un cadre réglementaire et organisationnel qui va me coûter énormément de temps et d'argent. » Autrement dit, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent pour des geeks ou des gens qui sont suffisamment éduqués aux outils. Et il faut, à mon sens, qu'il y ait une vision où on prend le contre-pied de ça, qui nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'interdisciplinarité, beaucoup plus de capacité d'aller chercher des gens qui sont complètement sous les écrans radars pour pouvoir penser des outils, parce que les gens, même des privés, ont des téléphones portables. Ils n'ont pas forcément une voiture, ils ne mangent pas forcément tous les jours, mais ils ont forcément un téléphone portable qu'ils utilisent bien, mal, etc. Mais ça veut dire que l'enjeu pour sortir de la fracture numérique, c'est que dans un premier temps, les gens du numérique considèrent ces gens-là. Et donc, si on a pu contribuer ce matin à ça, c'est qu'on a très bien fait notre travail. J'espère que le message, en tout cas, est passé. Merci. Et c'est un enjeu pour du plus... Au fond, il y a une vision court-termiste où on va chercher le geek, mais il y a une vision long-termiste où on va chercher des tas de gens qui sont pas visibles. Ça renvoie à cette notion d'économie, de rentabilité aussi, qui n'est pas forcément simple à trouver, mais sur lequel il faut effectivement aller. Si on peut aller, c'est très bien. Merci à tous les trois, en tout cas, pour votre participation à cette table ronde. Merci à vous tous et toutes qui avez été présents, qui avez posé des questions. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.